Vous êtes 500 dans la salle, mais on a aussi 280 internautes. Le bonheur pour moi. Le bonheur pour moi. Pour moi. C'est pour moi. Le bonheur pour moi. Le bonheur pour moi. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement, si tu le sens. C'est probablement un état d'harmonie. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Tu sais, le steward, il te dit, s'il y a une dépressurisation, il y a un masque à oxygène qui va tomber, il faut d'abord que tu le mettes sur toi avant d'aider en fait ton voisin. C'est pareil si tu veux aider quelqu'un dans la vie de tous les jours. Comment tu veux bien l'aider si toi déjà en fait tu prends pas soin de toi déjà en priorité? C'est impossible. En ce moment là, à travers vous, il y a un système qui vous dit je m'en fous totalement de ce que tu veux dans la vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu sois en sécurité. Comment ça va? C'est une question que je trouve très intéressante, cette question, comment ça va? On répond de façon automatique. Quand on répond ça va bien, c'est facile. Quand on répond on fait aller, ça veut dire que ça va pas tout seul. Et quand on creuse un peu la réponse à cette question, on peut en apprendre vraiment beaucoup sur soi. Pourquoi tu veux être en santé, en amour et en vitalité? On travaille énormément la raison d'être et comment construire ses rêves de vie. Qui tu veux être quand tu seras grand? C'est pas qu'est-ce que tu veux faire, on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Qui tu veux devenir? Qu'est-ce qui t'inspire? J'ai accompagné plus de 40 000 personnes de 80 nationalités différentes et j'ai passé beaucoup de temps dans les zones bleues où il y a les centenaires de notre planète. La quête de sens, elle est vraiment essentielle. Je dis ça parce que guérir d'une maladie, c'est pas un projet de vie. Pourquoi tu veux être en santé, en amour et en vitalité? C'est quoi tes rêves de vie? Qui tu voulais être quand tu étais petit? C'est hyper fort. Selon moi, on passe beaucoup trop de temps en fait à se mentir, à être dans des complaisances, à essayer de se vendre des versions soit idéalisées, soit au contraire négatives de soi. Et quand on commence vraiment à se rendre compte de ce qu'on est et à l'assumer surtout, on arrive dans un espèce d'espace de sincérité où en fait tout ce qu'on est c'est ok. Et ça, pour moi, c'est ma définition du bonheur. Je dis toujours que la qualité de nos vies est intimement liée à la qualité des questions qu'on se pose. Est-ce que la question est bien posée? Est-ce que tu es confortable avec? Si tu te demandes à chaque fois pourquoi je suis nul à ça, pourquoi j'y arrive jamais, bien sûr, ton intériorité, ton esprit va aller chercher toutes les raisons pour lesquelles tu es nul et tu n'y arrives pas depuis que tu es né. Alors que si on apprend à reformuler quel est le cadeau derrière ça, par exemple, quelle est la leçon derrière ça, l'idée c'est de retrouver du confort avec la question et construire tes rêves de vie. C'est quoi tes rêves de vie? Qu'est-ce qui te donne des papillons dans le ventre? Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit? C'était quoi? Est-ce que tu avais envie d'être peintre? Tu avais envie d'être pompier? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton chemin de vie qui fait que tu n'es pas ça? La peur, c'est souvent ce qui nous amène à nous protéger. Parce que chaque peur, elle nous fait réduire un peu le périmètre qui nous permet de vivre librement. Donc on va ériger des barrières, on va ériger des protections pour ne pas se confronter à certaines choses importantes dans la vie. Et à chaque fois qu'on vit un événement qui crée en nous une peur, on restreint un peu plus notre périmètre. Donc au bout d'un moment, on finit par se priver de sa propre liberté. On les met un peu de côté, nos peurs. Du coup, ça crée du déni, ça crée l'impression que les problèmes ne sont pas là. Par exemple, la peur de mourir, la peur du fait que la vie n'a pas de sens, la peur de l'injustice ou la peur de la solitude, du rejet, donc des peurs très profondes. On se rend pas compte que notre norme, en fait, correspond à une vision à un instant T. Déjà, une vision de la société à un instant T. Donc c'est pour ça, moi, souvent, on me dit... Quand je fais une conférence optimiste, on dit « moi je suis réaliste ». Alors je trouve que le réalisme, c'est d'une arrogance absolument à toute épreuve. Ça veut dire que tu as compris les enjeux sociétaux, démographiques, écologiques, politiques, humains. Bravo. Personne ne peut être réaliste quand vous êtes dans de l'air pollué, par exemple, à Paris. Vous vous en rendez pas compte, c'est en arrivant à Arcachon que vous vous dites « oh la vache, c'était pollué à Paris ». Et souvent, on ne se rend pas compte que nos milieux, parfois, peuvent être toxiques. Qui sommes-nous ? Et c'est pas évident de répondre à cette question. Si je vous la pose, vous seriez peut-être mal à l'aise, je ne sais pas ce que vous répondriez. Peut-être vous commenceriez par dire votre nom. Oui, bon, évidemment, votre nom ne vous définit pas. Vos parents auraient pu eux-mêmes hériter d'un autre nom de famille ou choisir un autre prénom pour vous. Et est-ce que ça aurait fait de vous quelqu'un de différent? En revanche, ce qui a beaucoup changé dans ma vie, c'est qu'avant, dans le passé, quand j'avais une décision à prendre, qu'est-ce que je faisais? J'allais avoir une démarche qui se voulait rationnelle, cartésienne, je listais des critères, notamment je pondérais des critères, je hiérarchisais tout ça, boum boum. Puis je prenais de mauvaises décisions, exactement. C'est comme tout le monde, plus vous avez de critères, plus la décision est impossible, n'est-ce pas? Bon, maintenant je fais plus du tout comme ça, quoi. Maintenant je me dis, ok, comment je le sens, quoi. Et ça marche beaucoup mieux, quoi. Mais beaucoup mieux, y compris pour les grandes décisions, je dirais même surtout pour les grandes décisions. Arrêter de raisonner R-A-I, avec la raison, quoi, essayer de raisonner les choses, mais plutôt raisonner avec un R-E accent aigu, quoi. Raisonner. Donc, qu'est-ce que je ressens, en fait? Qu'est-ce que je sens en moi ici? Les gens que vous trouvez charismatiques dans la vie, les gens que vous trouvez magnétiques, en fait, je vais vous dire un truc que j'ai pigé en les observant beaucoup, c'est des gens qui vivent dans leur corps. Vous voyez, notre peau, en fait, c'est un petit peu comme une combinaison, et c'est comme si chaque matin, on avait l'occasion de l'enfiler et d'être vraiment assis en soi-même, à l'intérieur de soi-même. S'aimer, c'est pas se valider dans l'extérieur de ce que vous représentez.
c'est vivre ce que vous êtes. En fait, c'est marcher dans la rue, habiter ce que vous êtes, et à ce moment-là, aimer cet instant, vous sentir vivant, vous sentir à votre place. Une des clés pour moi du bonheur, une des clés pour stresser moins et vivre mieux, pour rajouter de la vie à ces années, c'est de redescendre dans son corps, d'être en sincérité radicale avec son corps. Une des plus grandes sources de frustration et pour moi de marasme et même de dépression, j'en suis convaincue, c'est l'incapacité qu'on peut avoir à pas exprimer le soi authentique, ce qu'on est plus que tout. Et je crois qu'on arrive dans ce monde avec un besoin viscéral d'être aimé comme on est. Vous vous rappelez, il y a 80 ans, on demandait aux gauchers d'être droitiers. Là, je plante vraiment une petite graine pour que chacun se questionne en se disant mais qu'est-ce que aujourd'hui je tente de cacher qui finalement demain sera parfaitement abordable. Est-ce que je suis capable de m'auto-gérer, d'être en lien avec moi-même, d'être en sincérité radicale avec moi-même et d'arrêter ce qui fait qu'on est malade et qu'on meurt, le même pas mal. Même pas mal et je continue, je suis coupé de mon corps. Quand tu as mal quelque part, c'est un accès direct en fait à revenir dans le corps et pouvoir communiquer en fait de corps à corps, de système nerveux à système nerveux. Vous êtes tous déjà éclatés l'orteil sur la table de la cuisine, t'es plus dans ton divorce, t'es plus dans tes problèmes d'impôts, t'es juste dans l'éclatage du petit orteil. Et donc c'est de la méditation pour les nuls, le 101. Mais c'est vrai, ça vous ramène dans le corps, dans l'ici et dans le maintenant. Évidemment, le corps, pour le coup, il ment jamais. La tête, elle peut nous raconter que là, oui, on est ouvert d'esprit, on le sent quand même, mais finalement, on peut très bien voir au niveau du corps assez vite si les choses sont justes ou pas pour soi. Et il n'y a pas à se justifier en fait, de si ça vous va ou pas. En fait, c'est d'être juste à l'écoute de vous, de sentir justement au niveau du cœur, du ventre, est-ce que c'est juste ou pas? Et de décider de décaler de la piste dès que c'est plus juste pour vous. Et au contraire, de trouver en vous la détermination d'aller aux endroits où vous sentez que c'est juste, et même si ça vous fait peur, et j'ai envie de vous dire surtout si ça vous fait peur. Beaucoup de gens, pour éviter de se confronter à leur peur, vont essayer de tout maîtriser dans leur vie. Et on le voit, on est une société de la maîtrise. On va dire aux gens, vous pouvez dépasser tout par le fait d'être de mieux en mieux, d'être de meilleur en meilleur. Donc c'est tout le développement personnel, quelque part, qui donne cette réponse-là. Mais je pense que ce n'est qu'une partie de la réponse. Et ça peut être aussi du déni, parce que, en fait, on va jamais tout maîtriser. C'est une quête quasiment impossible, elle est un peu utopique. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. En fait, elles sont normales, ces peurs-là, elles sont plutôt saines. On peut se demander aussi pourquoi elle est là. Et on va se rendre compte que cette peur, elle essaie plutôt de nous protéger. Et qu'une peur, c'est pas un truc négatif, c'est vraiment une tentative de nous protéger. Qu'est-ce qu'elle attend de moi, cette peur? On va voir que certaines peurs attendent vraiment quelque chose de nous. Comme si, en fait, elles essayaient de nous faire partir dans une direction plutôt qu'une autre. Comment vous pouvez être heureux avec vous-même? Je me suis, en fait, entraîné à me sentir à l'aise, en sécurité, en lien avec moi-même, quoi qu'il arrive. Dans l'échec, dans la déception, dans la frustration. Est-ce que je peux, à un moment donné, juste m'arrêter, m'observer? Et je lui dis, tiens, tu es en train de faire une expérience, ça veut rien dire de toi. Tout le monde s'en fout que vous soyez égocentrique. Tout le monde s'en fout que vous soyez jaloux, que vous vous trouviez plus belle que les autres, que vous ayez tout le temps peur de votre force. Tout le monde s'en fout. On en fait une petite masturbation mentale permanente. Et donc on construit nos masques, nos petits personnages auxquels on s'identifie pour essayer de dégager une image qui soit différente de ce qu'on est. C'est quand on accepte de reconnaître qu'on est égocentrique, qu'on l'assume, que ça devient plus quelque chose de pénible. Même si vous êtes l'idiot du village, vous avez quand même un cerveau et votre cerveau aime comprendre. C'est ça le grand drame des êtres humains. Enfin, ça apporte quelques bénéfices quand même, mais on a besoin de comprendre. Et quand on n'a pas les informations pour comprendre, qu'est-ce qu'on fait? On interprète. Et pourquoi c'est le drame des êtres humains? Parce que c'est ça qui fait foirer nos relations. On passe notre temps, notre vie à interpréter les expressions de visage ou les paroles de votre femme, de votre mari, de vos amis, de votre patron, de vos collègues. On interprète en permanence parce qu'on veut tellement comprendre que lorsqu'on manque d'informations pour comprendre, on interprète. Et en fait, bizarrement, on préfère se contenter d'une information délirante, interprétée, erronée, plutôt que de reconnaître qu'on ne sait pas et qu'on ne sait pas. Vous savez, c'est un petit peu comme les personnes qui, à un moment donné, en temps de guerre, se mettent dans un endroit très sécurisé, puis elles ne savent même pas que la guerre est finie. À chaque fois, il y a des cas comme ça de personnes qui mettent des mois, voire des années à se rendre compte qu'en fait, c'est bon, elles n'ont plus besoin de se protéger. Ça paraît fou, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça dans leur vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont protégés de quelque chose, d'une chose qui n'existe plus et qui n'existera plus jamais, mais ils sont encore dans ce réflexe de protection. Je vivais une rupture, j'étais vraiment en larve un samedi après-midi sur mon canapé, il faisait beau dehors, mon ancien coloc qui rentre dans la chambre en me disant « mais tu peux pas laisser quelqu'un qui n'est pas dans la pièce dominer ton humeur du jour. C'est double peine pour toi, il passe peut-être une très bonne journée. T'es en train de flinguer la tienne, meuf, c'est pas logique. »
L'ocytocine, elle vient pas du cœur, elle vient du cerveau. Et donc, il faut apprendre à ton cerveau à envoyer de l'ocytocine dans ton cœur. Et quand ton cœur reçoit de l'ocytocine, il y a des études aujourd'hui qui montrent que ton cœur guérit, en fait, de ses traumas, de ses blessures. Il y a 3 clés que je donne qui sont les 3 C. 1, le contact. Le contact comme on fait aujourd'hui, là on est en contact toi et moi, on discute, on échange, ça crée de l'ocytocine. Ça peut être l'écoute, ça peut être les câlins, ce que tu veux, mais créer du contact humain c'est important. 2, ça va être tout ce qui va être de l'ordre des compliments et des cadeaux. Tout à l'heure j'étais à l'hôtel et je disais à l'hôtel, franchement votre hôtel il est top et c'est un compliment à la con, mais la personne se sent bien. Et ce qu'on sait c'est que quand tu fais un compliment, toi tu fais plus d'ocytocine que la personne. Donc plus tu donnes des compliments à des personnes et plus tu te sens bien avec toi-même. Et le dernier C super important, c'est la contribution. C'est la capacité que tu vas avoir à contribuer dans le monde. C'est quelle est ma contribution au quotidien. Et quand tu fais ça, tu te fais du boost d'ocytocine tout le temps. Et en fait, ça crée une relation montante positive, une relation descendante positive. Et moi, ce que j'explique, c'est la technique la plus simple, c'est s'extraire du monde le plus souvent possible. Revenir avec soi et aller dans la nature où tu veux. Est-ce qu'on vit, comme beaucoup de gens dans l'Ouest, complètement coupé de la nature, dans des blocs de béton, ou est-ce que on se confronte à la nature, on est en lien avec les éléments pour du coup recontacter sa propre nature? C'est hyper important. Ensuite, il y a la respiration, on respire 25 000 fois par jour. Comment tu respires, c'est essentiel. 9 adultes sur 10, dans mon expérience de kinésithérapeute et d'ostéopathe, où la respiration elle est clé, ne sait plus respirer. Parce que on a une vie trop sédentaire, ça fait 4,5 millions d'années qu'on s'est redressé. La façon dont on vit maintenant, dans des sociétés hyper médiatisées, où on est hyper sollicité, ça n'a rien à voir avec comment l'homme a évolué. Sachez que c'est aujourd'hui prouvé que votre cœur a un champ propre, un champ électromagnétique, comme un aimant. Et que cet aimant, il a des influences et des incidences catégoriques sur votre vie et sur vos relations et sur votre niveau de bonheur. Alors on va pratiquer le chant vibral ensemble. On va vivre un moment exceptionnel. Le Om, on appelle ça le chant vibratoire primaire. C'est un chant qui se pratique beaucoup dans les méditations. Mais nous, on va lui donner une tonalité différente. Pour vous, ça va donner Oh. Eh, ils sont bons, hein. Ah, oh, C'est bon pour tout le monde? Focalisation sur votre cœur. Ce cœur rayonne dans le monde entier ou dans cette salle en priorité. Vous allez maintenant choisir une intention particulière, une sensation particulière. Puisqu'on est réunis autour du bonheur, on va choisir le bonheur et la félicité. Imaginez que chaque personne dans cette salle ne puisse plus vivre sans ressentir cette énergie-là. Imaginez que tout votre cœur choisisse, à cet instant précis, de dire voilà, pour les autres, ce sera ça maintenant et pas autre chose. C'est un moment qui est juste magique. On y va tous ensemble. Merci beaucoup. Vous êtes parfaits. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un lien entre la qualité des bactéries que l'on a dans l'intestin et notre bien-être mental. C'est-à-dire qu'on a un monde en soi dont on doit prendre soin comme on devrait prendre soin de soi parce que ces bactéries agissent pour nous et nous aident à vivre. Ce sont vraiment des compagnons de vie. Il faut leur apporter une alimentation qui va être une alimentation équilibrée, une alimentation la plus diversifiée possible et surtout la plus vivante possible. D'où l'importance d'avoir des légumes, des fruits, de limiter les produits industriels et d'aller vraiment vers une alimentation qui soit la plus respectueuse de soi et ensuite d'essayer de voir comment ça va. J'ai commencé la conférence comme ça, c'est-à-dire que comment ça va, c'est une expression qu'on utilise aujourd'hui communément, mais quand on regarde d'où elle vient du Moyen-Âge et au Moyen-Âge, comment ça va, c'était comment allez-vous à la selle. Et les médecins de cette époque-là, quand ils posaient cette question, demandaient aux personnes la texture de leur selle et cela leur permettait d'avoir une idée de la santé de leurs patients. Et aujourd'hui, on a complètement oublié cette dimension-là, alors que c'est une dimension qui est vraiment cruciale et qui permet d'avoir une idée de comment se portent ces bactéries. Quelles sont les habitudes que tu as implémentées dans ta vie? Est-ce que c'est des habitudes vertueuses qui te tirent vers le haut ou est-ce que c'est des habitudes vicieuses qui te tirent vers le bas? Pour être en santé, en énergie, sur 5 trucs. Les rythmes de vie. Dormir, ça fait partie des rythmes de vie. Est-ce que tu sais dormir, avoir un sommeil profond? La nutrition, c'est le 2e pilier. Comment tu nourris chacun de tes sens? Le 3e pilier, c'est la respiration. Vous respirez 25 000 fois par jour. Comment tu respires? Le 4e pilier, c'est le mouvement. Pas le sport, pas l'exercice physique. Le mouvement, les mouvements naturels. Comment tu bouges? Et le dernier pilier, c'est l'état d'esprit, le mindset. Eh bien, si on arrive à se mettre dans un état de sécurité à l'intérieur de notre corps grâce à notre nerf vague, eh bien, on peut justement amener cette psychologie du bonheur et de pouvoir être en lien avec les gens, être en lien avec soi-même, être en lien avec le monde. Et les études ont remarqué que 80% des informations allaient du corps au cerveau par le nerf vague et seulement 20% du cerveau vers le corps. Le problème, c'est que chez la majorité des gens, il est ce qu'on appelle dérégulé. C'est-à-dire qu'il est en condition survie et du coup, on n'arrive plus à se remettre en mode calme régulièrement.
Et donc dès le matin, on se lève soit dans un mode inhibition, soit dans un mode fuite, soit dans un mode combat. Et ça devient une vie conditionnée. C'est-à-dire que je serai heureux à condition de... Plutôt que je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis déjà heureux à l'idée de ne pas savoir ce qui va se passer. Alors le nerf sympathique, c'est l'activateur de notre corps. On va voir que le nerf vague, qui fait partie du système parasympathique, lui, c'est plutôt... il va revenir au calme, au repos. Si j'évite un conflit, il va être heureux. Parce que j'ai évité le conflit. J'ai rendu service à quelqu'un. Et du coup, il est content. Et il me renvoie une image de moi qui est positive. Et à ce moment-là, je ne suis plus en train de créer mon propre bonheur. Je suis en train de créer celui des autres pour que je me sente bien. Alors c'est génial quand c'est adapté, mais ça ne doit pas être permanent. Moi, j'adore faire plaisir, j'adore faire des cadeaux. Mais des fois, je vous dirais non, je ne peux pas, j'ai d'autres choses à faire, je suis désolé. Mais pour ça, il faut que je sois à l'aise avec la déception, parce que je vais peut-être vous décevoir. À côté, vous avez le sympathique agressif. Lui, il a la psychologie du mérite. No pain, no gain. Donc il faut dépenser de l'énergie, parce que si tu dépenses de l'énergie, tu vas y arriver. Il faut que je sois fort, il faut que je fasse des efforts. Pareil, c'est pas négatif, il faut que ça soit adapté, il faut que je me sente libre avec ça. Moi, je fais des efforts, et des fois, je suis fort. Des fois, ça m'arrive devant un Disney de pas pleurer. Ouais. Le nerf vague, vagal ventral, cet état-là, dans lequel on revient au calme, tranquillement, eh bien, c'est le seul état où vous allez vivre de l'amour, de la joie, de la compassion. Dès que vous vivez ces sentiments-là, eh bien, vous êtes en vagal ventral. Cet état-là, c'est le seul état où vous avez créé le lien. Le lien avec vous-même, le lien avec les autres, le lien avec le monde, en sécurité. Ce que j'ai appris à travers cet univers de la neurobiologie, c'est qu'il n'y a pas de positif et négatif, il y a des expériences, c'est tout. La colère, la tristesse, c'est pas négatif. Imaginez si c'était un personnage, et vous lui dites « Eh, toi, la colère, je t'aime pas, t'es négatif. » Et moi, je te mets juste en énergie pour passer à l'action. Elles ont toutes une fonction, et tout a une fonction dans notre corps. Il y a un côté vraiment imprévisible dans cette vie, mais on peut jouer avec, on peut danser avec, on peut réagir avec, et en faire une joie. Il y a quelque chose, je trouve, de la spontanéité de l'enfant qui comprend pas vraiment le monde, mais qui a envie de jouer avec. Et une des quêtes que je trouve très belle, c'est de se reconnecter à cette pulsion-là. Souvent, on essaye de trouver le bonheur à l'extérieur de soi. Et dans tout ce qui a été partagé, tout est déjà là, en fait. Et c'est de s'autoriser à aller explorer. Parce que je pense que le plus beau voyage qu'on puisse faire, c'est d'aller à la découverte de soi-même. Et donc voilà, je pense que le bonheur, il est juste là. Et parfois, il tape à notre porte et on n'est pas suffisamment attentif. La vie, ça pourrait être aussi rajouter du bonheur dans ta vie avant de chercher à vivre plus longtemps. C'est très chouette et très fort quand on est intervenant d'arriver dans une salle où les gens rigolent de tout, les gens se prennent pas au sérieux. Il y a une ambiance super chaleureuse, on sent qu'on n'est pas attendu au tournant, on sent que les gens ne font pas du développement personnel ou du bonheur un drame et qu'ils sont vraiment là pour se marrer. Et je crois qu'on en a vraiment besoin. J'ai passé un super bon moment avec vous, vraiment c'était très chouette. Merci du fond du cœur. Tout est possible et se découvrir soi-même, pour moi, ça fait vraiment partie de la définition du bonheur. Je suis tombé une fois dans une brocante, il y avait un poster de Gandhi, il y a marqué Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Quand j'ai vu cette phrase, j'ai été parcouru de frissons. C'est pas juste une belle citation, ça résume un peu ce que l'on voudrait dans notre société, c'est-à-dire une société très différente de ce qu'elle est aujourd'hui, avec plus d'empathie, plus d'amour, plus de cohésion sociale, plus de co-créativité, moins justement de compétition, enfin plus de bon sens, on va dire, humain. L'idée, c'est qu'on se retrouve en bas, en maillot de bain, et qu'on aille se baigner. Ça vous dit? À Arcachon, là, on est au mois de novembre. C'est pas encore vraiment la bonne période pour profiter du soleil et aller se baigner, mais on a quand même réussi à se baigner. Un grand merci pour ce week-end. Ça a été vraiment un moment très puissant, évidemment rempli de bonheur, d'amour, de gratitude. Grand merci aussi à toute l'équipe. Je vous invite à venir sur scène, s'il vous plaît. C'est même plus une ambiance, c'est de l'énergie en fait. Je trouve que quand on côtoie toutes ces personnes qui sont dans des démarches bienveillantes, on ne peut que ressentir le partage d'amour, de joie, d'inspiration. En fait, là, ça m'a vraiment reboosté. Je pensais apprendre des choses, mieux comprendre des choses, mais je pensais pas que sur un vrai impact dans ma vie, et bizarrement ça en a eu un, et pas des moindres en plus. On a prévu de faire bien évidemment un deuxième congrès C'est quoi le bonheur pour vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses.